Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 21 juillet 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés où le rebond se poursuit, notamment grâce aux résultats des entreprises qui sont pour l'instant excellents. Hier, Wall Street a terminé en hausse, sur une forte hausse même, stoppant ainsi une série de séances dans le rouge, puisque la solidité des résultats trimestriels et le regain d'optimisme sur le rétablissement de l'économie eh bien, ont favorisé les prises de risque des investisseurs. Côté macro, le seul indicateur notable de la journée d'hier était les mises en chantier de logements aux États-Unis en juin, qui ont montré une augmentation dont l'effet sur le marché a quand même été compensé par un repli des permis de construire, un indicateur plutôt avancé du secteur du bâtiment et de l'immobilier. Comme vous le savez, la saison des résultats trimestriels bat son plein et selon les données définitives, eh bien, ces données indiquent quand même que 91% des entreprises listées au S&P 500 ayant communiqué leurs résultats eh bien, ont battu le consensus. Donc, très clairement, malgré les craintes autour du variant Delta, la santé des entreprises reste très bonne pour l'instant. D'excellents résultats aux États-Unis ont été publiés, puisque 91% des entreprises ont quand même battu le consensus. Donc, une santé des entreprises au plus haut niveau. En Europe, ce matin, les bourses, elles aussi, sont en hausse, dopées, encore une fois, par des publications d'entreprises dans l'ensemble bien accueillies, permettant justement aux investisseurs de mettre temporairement de côté les craintes quant à la pandémie et à l'inflation. Après la déroute justement de lundi, les grands indices boursiers ont légèrement rebondi mardi, mais on avait quand même des inquiétudes toujours quant au variant Delta du coronavirus et à l'inflation qui reste quand même présent, assez présent, tandis que la Banque centrale européenne pourrait justement alimenter une certaine prudence ce jeudi à partir de demain, étant donné qu'on attend le compte-rendu de la Banque centrale et qu'elle va forcément parler de l'inflation, elle va devoir se positionner aussi sur ses prévisions, à savoir transitoires ou permanentes, mais comme je vous le disais, on s'en fiche un peu de savoir si l'inflation est transitoire ou permanente, le fait que l'inflation est là. Donc maintenant, reste à savoir en fait à court terme si la Banque centrale va peut-être réduire son soutien monétaire au marché financier en place depuis maintenant 15 mois. Voilà ce que vont surveiller essentiellement les investisseurs demain, qui seront un peu suspendus aux lèvres de Christine Lagarde. Mais ce qui compte surtout, c'est le retrait du soutien de la politique monétaire ultra accommodante. Bien entendu, les banques centrales resteront au chevet des marchés financiers, mais réduire leur programme d'achat d'actifs en place depuis maintenant plus de 15 mois. Toutefois, on constate quand même que le regain d'aversion risque qui avait quand même brutalement gagné les marchés actions lundi, comme je vous le disais, sur fond de propagation du variant Delta, eh bien, semble déjà être un lointain souvenir pour des investisseurs ayant surtout vu en fait dans cette baisse eh bien, de nouvelles opportunités d'achat. Et effectivement, quand on voit la hausse qu'on a eue sur le Dow Jones ou le S&P 500, on a l'impression qu'on a des marchés qui restent extrêmement solides. Certes, les résultats viennent aussi un peu soutenir la dynamique de long terme, mais dans l'ensemble, chaque repli depuis maintenant plusieurs mois eh bien, est mis à profit par les acheteurs et ils estiment que tout simplement, il faut buy the dip, très clairement, comme on dit dans le jargon, et que cela procure
bien, de nouvelles opportunités d'achat. Côté macro, ici, c'est un graphique autour du Bitcoin. Ce graphique met en évidence les différentes phases de marché qu'on peut avoir depuis, qu'on a eu en tout cas depuis 2015, et c'est la durée surtout des marchés haussiers et baissiers sur le BTC. Donc là, vous avez voilà, depuis un historique, depuis quasiment 2014, il me semble, et les différentes phases et la durée des marchés qui, en moyenne, sont plutôt longues, que ce soit les phases baissières ou haussières. On est quand même sur des périodes assez longues. Maintenant, reste à savoir si ici, selon les données de CoinDesk, ils estiment que nous avons une phase baissière, mais pour autant, j'estime que nous ne sommes pas dans un marché baissier. Selon moi, on est toujours dans une dynamique haussière avec une tendance secondaire baissière. On fera un point justement sur les cryptos, sur l'Ethereum et le Bitcoin juste après d'un point de vue graphique, car potentiellement, on est en train de former des signaux techniques haussiers intéressants et à mettre à profit selon moi. Donc maintenant, reste à savoir si effectivement, si on enfonce très clairement la zone que j'évoque depuis maintenant pas mal de semaines, les 30K, les 28 800 $, 30 000 $, effectivement, on pourrait avoir une dégringolade plus profonde et dans ce cas-là, s'installer dans un marché baissier de moyen long terme. Mais pour le moment, j'ai plutôt le sentiment qu'on a une tendance haussière et une tendance secondaire baissière, et que tant que ce niveau n'est pas enfoncé ici, ce gros niveau de support, eh bien, il y a un soutien en tout cas à mettre à profit sur le niveau des 28 et des 30K. On fera le point justement juste après en fin d'émission dans la partie graphique pour savoir un peu où est-ce qu'on se situe et potentiellement si on a des signaux techniques haussiers. Ici, c'est un graphique des valeurs technologiques. Je vous avais déjà montré un graphique à peu près similaire, mais avec plutôt certains titres, notamment Tencent, Alibaba, des valeurs chinoises. Ici, on est plutôt sur un indice qui regroupe les valeurs américaines, ici, les valeurs américaines, enfin les techs américaines, et ici les techs chinoises. C'est l'indice des FANG. Bon, aujourd'hui, FANG+, je ne sais pas s'ils ont inclus les FANGMAN. Moi, j'évoque surtout les FANGMAN maintenant. À l'époque, on parlait des GAFA, mais aujourd'hui, on a quand même Facebook, Apple, Nvidia, Google, Alphabet, Microsoft, Amazon et Netflix. Très clairement, pour moi, on a 7 sociétés actuellement qui dévorent le monde, étant donné que la capitalisation boursière des FANGMAN a atteint quasiment les 10 000 milliards de dollars. Pour rappel, juste pour mettre les choses en perspective, la capitalisation boursière mondiale représente 115 000 milliards de dollars. Et on a 7 sociétés, les FANGMAN que je viens de vous citer, qui pèsent à elles seules 10 000 milliards, donc quasiment 10% de la capitalisation boursière mondiale. C'est juste impressionnant. Leur pondération en fait au sein de l'indice S&P 500, comme je l'avais pu évoquer dans différentes émissions, et surtout à quel point en fait à elles seules, elles dévorent le monde de la finance. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les valeurs technologiques chinoises et américaines. En fait, elles se découplent structurellement, et on voit qu'on assiste quand même à une énorme divergence entre les techs américaines ici et les techs chinoises. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que les investisseurs doivent-ils se méfier des mesures de répression prises par la Chine à l'encontre de ces géants technologiques, hein, comme on a pu le voir en début d'année, notamment avec le fondateur et le PDG de Alibaba, Jack Ma, qui avait un peu défié l'autorité chinoise,
eh bien, derrière, le titre avait quand même décroché. En plus de ça, Jack Ma n'avait pas donné signe de vie pendant un mois ou quasiment 2 mois. Donc forcément, les marchés s'inquiètent et les marchés eh bien, se retirent des valeurs chinoises. Pour le coup, est-ce un excès de pessimisme de la part des investisseurs? Peut-être ont-ils raison, ou au contraire, une opportunité d'achat sur certaines valeurs chinoises, étant donné qu'elles ont quand même et toujours, malgré la répression chinoise, des fondamentaux extrêmement solides, combinés à une forte croissance de leurs bénéfices et avec des perspectives de croissance et de développement plutôt bonnes dans leur ensemble. Donc effectivement, pour ma part, même si les géants américains sont sur des niveaux stratosphériques, mais d'un autre côté publient des résultats plutôt monstrueux, forcément on est sur des plus historiques. Donc la semaine prochaine, il me semble qu'on a Netflix aujourd'hui qui va publier, où ça a déjà été publié, je ne me souviens plus, mais surtout les gros géants de la tech, Apple, Microsoft et Amazon vont publier leurs résultats à partir de la semaine prochaine. Est-ce que cela va de nouveau permettre de repartir de l'avant et de plus belle pour aller chercher de nouveaux records historiques? Donc, c'est ces éléments-là qu'il va falloir surveiller à partir de la semaine prochaine. Néanmoins, si on suit un peu l'évolution de cette courbe, on a toujours un rattrapage derrière. Vous voyez que là, on a quand même l'écart se creuse énormément. Généralement, les techs chinoises prennent de l'avant. Derrière, elles se font rattraper par les techs américaines. Ensuite, elles évoluent plutôt en tandem. Ici, on a eu une accélération des techs américaines. Finalement, on avait un peu cette divergence. Hop, le rattrapage a été effectué. Et là, l'écart se creuse. Donc, selon moi, effectivement, pour l'instant, il y a des inquiétudes concernant la répression et les mesures de répression prises par la Chine, mais dans une perspective, encore une fois, je ne parle pas en trading, mais dans une perspective de moyen long terme, j'estime que sur certaines valeurs technologiques chinoises, dont Tencent ou Alibaba, on est quand même sur des dossiers solides avec une excellente perspective de croissance. Donc, des titres qui actuellement se trouvent sur des niveaux plutôt intéressants et des valorisations correctes. Alors que si on prend les géants de la tech, pour vous avoir justement montré hier le ratio PE du S&P 500, où on voyait le top 10 des compagnies à l'intérieur du S&P 500, où la moyenne était à 21,5 fois les bénéfices attendus, les techs se payent à 30 fois les bénéfices attendus. Forcément, des valeurs assez chères, alors que ici, des valeurs d'avenir, selon moi, à des niveaux de valorisation plutôt attractifs. Direction les graphiques. Maintenant, on va faire un point sur les indices. Forte hausse ce matin sur notre indice national, le CAC 40. Toujours dans le porte-voix. Finalement, le rebond était assez timide hier. J'étais pas tellement convaincu. Et puis ce matin, pareil, on a ouvert avec un beau gap. On prend quand même quasiment 1,5. Dopé, comme je vous le disais, par les bonnes publications de résultats. Donc, on a quelques publications de résultats en Europe cette semaine. Mais encore une fois, les gros dossiers publieront leurs résultats à partir de la semaine prochaine. Je pense à Kering, je pense à LVMH, je pense à Hermès. Cette hausse du CAC 40 n'a pas été alimentée par des dossiers comme, je ne sais pas moi, Renault, ou voilà, c'est essentiellement le luxe qui a tiré à la hausse le CAC 40, donc L'Oréal, Kering, Hermès et Louis Vuitton. Pour l'instant, plutôt balle au centre. Que dire sur le CAC?
À moyen long terme, j'attends la sortie de ce porte-voix qui, selon moi, donnera le coup d'envoi d'un prochain mouvement directionnel pour retourner sur les anciens plus hauts et pourquoi pas aller chercher la borne haute de notre canal. Ça, c'est ma vision à moyen long terme. Le sentiment quand même qu'on est dans une figure de consolidation, qu'on a atteint un gros niveau clé presque sur les 6236 points. On est venu chercher les 6255. Pour moi, la zone de prix, c'est plutôt 6250 à peu près. Un peu tard pour se positionner sur le CAC à l'achat, très clairement. J'attends de voir la suite. Pour moi, je pense qu'on a dû faire 50% de la correction, un peu plus. On est à mon avis sur le niveau des 61,8. Voilà, on est sur le niveau des 61,8. Donc j'attends maintenant la cassure des 6450. 6450 pour viser 6520. Voilà mon scénario. Actuellement, on est quand même sur un niveau de résistance ici, intermédiaire. Si on repasse sous la Kijun et le niveau des 50% de Fibo, donc sous 6400, ce serait vraiment pas de bon augure pour la suite. Là, je vois une zone de neutralité. On s'inscrit toujours dans une reprise haussière, mais plutôt neutre dans cette zone. Acheter ici, c'est pas forcément judicieux, sous MM200, sous le niveau des 61,8, donc bon, un peu risqué selon moi. J'attendrai la cassure des 61,8 pour avoir une probabilité de retracer tout le mouvement haussier et au moins d'aller chercher la borne haute du porte-voix. À l'inverse, si flux baissier sous les 50 et on repasse sous les 6400, alors une stratégie vendeuse pour revenir combler ici ce gap-là et venir prendre appui sur les 6310 points. Voilà un peu ma stratégie actuellement sur le CAC. Là, on teste la moyenne mobile 51 heures. On est dans une zone chaude. Très clairement, c'est soit on échoue sur ce niveau et on part à la baisse sur les 6400 points. Et dans ce cas-là, plutôt un scénario baissier de poursuite de la dynamique baissière à court terme. Et à l'inverse, si les US, on a encore des publications d'entreprises cet après-midi, et si les US nous font une remontada comme hier, en cas de cassure de ce niveau, je vise à court terme 6520. Et le catalyseur haussier, pour moi, ce sera la publication des résultats d'entreprise la semaine prochaine en Europe. Et si sortie du porte-voix, direction 6700 points. Le DAX. Le DAX, c'est pareil, je suis un peu tiraillé. J'ai plutôt une envie d'être baissier sur l'indice allemand. J'ai le sentiment qu'on est dans un rebond technique au sein d'une tendance baissière. Le CAC, lui, a quand même retracé 61,8. Donc très clairement, le CAC 40 surperforme le DAX. Alors que le DAX, on est seulement sur le niveau des 31,8. Là, je me suis mis en données horaires. On va se mettre en données daily. Je ne suis pas convaincu du rebond sur le DAX. Voilà, pour moi, il y avait toujours quand même ce double top, cette sortie de range. Là, on est en train d'effectuer le pullback un peu sur la zone 310, 310, 350. Pour moi, on a une grosse zone de prix ici. Je me méfie. Donc, sur l'indice allemand, en parallèle, si je prends les ratios de Fibonacci, voilà, on est pile poil dans la zone. On est justement sur le niveau des 31,8. Et j'ai du mal avec ce rebond technique. J'ai presque envie de passer baissier sur l'indice allemand avec un stop loss à 100 points, quasiment un peu au-dessus des niveaux des 50 pour viser un retour sur les 23,6 puis les 15 100. Si j'affine en données horaires, j'aimerais bien voir ici, voilà, on est pile poil dans la Kijun, sur le niveau des 38, on peut toujours faire un excès pour aller chercher les 15 375.
Mais tant qu'on ne parvient pas à aller plus haut que ce niveau, je surveille un chandelier intéressant dans la zone. Là, il reste encore 45 minutes avant de clôturer. Mais si potentiellement on a un avalement ici, je repasserai vendeur sur le DAX pour viser 15 230 puis 15 100. Et au final, on s'inscrirait dans un range. Voilà, mon scénario sur l'indice allemand. Potentiellement un range à venir. Et voilà les deux bornes, 15 100, 15 080 et borne haute, 15 350, 15 375. Pour le moment, c'est le scénario que j'ai en tête. J'estime qu'on est vraiment dans un rebond que sur le niveau des 38,2, alors que sur le CAC, on a quand même une belle surperformance. Mais que si ici on a un beau signal technique en horaire, eh bien, j'anticipe le range à venir avec une stratégie vendeuse TP1 et TP2 et un stop, allez, 100, allez, je sais pas, peut-être 80, 100 points au-dessus des précédents plus hauts. Pas au-dessus du nuage, comme ça au moins on est serein. Voilà ma stratégie sur le DAX. Le Dow Jones, très très solide le Dow Jones, impressionné par la hausse qu'on a eue hier sur l'indice américain. C'est vrai que je m'attendais, j'évoquais même une stratégie vendeuse à l'approche de la zone des 34 200 pour repartir à la baisse. On est quasiment venu combler le gap. Voilà, en fait, on a l'impression que la séance de lundi, on s'est fait peur et finalement tout va bien. Et que les acheteurs achètent tous les dips et qu'on a quasiment annulé la séance de lundi. Là, on est même dans le rouge, dans le vert. Donc, on devrait ouvrir avec un gap haussier. Encore une fois, sur le Dow Jones, si on ouvre avec un gap haussier, les traders intraday pourraient tenter une vente, étant donné qu'on risque d'ouvrir au-dessus et qu'on n'a pas totalement comblé, vous voyez, le gap qui est juste ici. Donc, je n'écarte pas une stratégie de comblement de gap à court terme pour se dire très bien, on ouvre avec un gap haussier. Pourquoi pas avoir une stratégie un peu agressive et de se dire à très court terme, en intraday, venir combler le gap. Et après, on laissera le marché décider. Mais si on va sur les futurs, actuellement, ils sont dans le vert. Mais une nouvelle fois, pour moi, on est dans un range sur le Dow Jones. J'attendrai une réaction sur les 34 800. Et sur excès, c'est un range assez compliqué car on a déjà un support intermédiaire dans le range, juste ici. Donc on a un niveau de support intermédiaire et on a une résistance intermédiaire. Et là, on a le milieu de range. Donc voilà pourquoi on a plusieurs niveaux sur lesquels il faut essayer de se positionner à l'achat ou à la vente. Donc je surveille la hausse, l'ouverture américaine. Si on ouvre sur les 34 800, pourquoi pas faire une stratégie vendeuse sur ce niveau pour venir combler le gap dans un premier temps. Et ensuite, on laisse faire le marché. Si on remonte et qu'on pulvérise ce niveau, eh bien, on attendra de nouveau ce niveau pour travailler encore une fois à la vente, ce range qui dure maintenant depuis plusieurs mois. On va essayer d'aller voir les futurs, mini Dow Jones. Bon, je n'ai pas plus d'indications sur les futurs. Très clairement. Ça devrait ouvrir avec un gap haussier logiquement, d'où ma stratégie de comblement de gap, étant donné qu'on a fermé mais partiellement le gap sur le cash. Donc en cas d'ouverture haussière, eh bien, pour moi, la stratégie à court terme du jour, ce serait le comblement du gap. Combler ce petit trou d'air qu'on a là. Mais sinon, en données 4 heures, je ne vois rien d'intéressant actuellement sur le Dow Jones. Donc pour moi, sur les futurs, on se trouve un peu au milieu de nulle part. Donc à surveiller l'ouverture cet après-midi à 15h30 pour voir où est-ce qu'on se situe sur les niveaux du cash
et savoir justement où intervenir et pourquoi on intervient sur ces niveaux pour essayer de viser les niveaux ou les paliers suivants. Sur le Forex, c'est assez mou, pas beaucoup d'opportunités, comme toujours, un euro-dollar, une baisse assez larvée sur l'euro-dollar. On tente jour après jour de grappiller quelques pips à la baisse pour aller chercher ma fameuse zone de prix, toujours. On est venu la chercher, 1,1750, je l'attends quand même un peu plus bas. J'aimerais bien avoir l'euro à 1,1730 et la zone parfaite pour moi c'est 1,1710. Mais je suis pas convaincu du rebond. Et pour l'instant, on n'a absolument pas de rebond sur l'euro-dollar. C'est mou, c'est assez vaseux comme marché même. C'est une baisse plutôt larvée. On a des supports intermédiaires, effectivement, juste ici. Je l'ai enlevé juste là, le support intermédiaire. Mais j'aimerais bien l'euro un peu plus bas, sur la borne basse de son range, très clairement, hebdomadaire, sur la grosse zone, et surtout un signal technique de retournement. Et pour l'heure, les vendeurs gardent la main, c'est mou, et le seul catalyseur haussier que je vois pour l'euro-dollar, ça va être la BCE demain. Donc, pour l'instant, je reste à l'écart et j'attends de voir les propos de Christine Lagarde. Et soit on enfonce tout, dans ce cas-là, direction le sud, sinon c'est elle qui va déclencher le signal technique de reprise haussière sur le fameux niveau des 1,1750 voire 1,1710. Mais là, je ne pense pas que l'euro va faire grand-chose dans l'attente de la BCE. Donc pour ma part, pas de plan de trading. De toute façon, ça reste baissier toujours. Donc si vous êtes vendeur suite au pullback ou même avant, eh bien stop loss à break-even. Si vous estimez que l'euro va aller plus bas, eh bien protégez-vous quand même, car avec la BCE demain, on devrait avoir pas mal de volatilité sur cette paire et ça peut partir absolument dans tous les sens. De ce fait, je reste à l'écart sur cette paire et je ne vois pas d'opportunité, comme sur beaucoup de paires finalement. Le GBP-USD aussi. Le GBP-USD, c'est le pullback toujours qui va m'intéresser. Si on prend en données 4 heures, j'aime bien la divergence qu'on est en train de faire Tenkan Kijun. Un peu cet effet élastique là, on a une divergence Tenkan Kijun et généralement quand on a ce type de divergence, les prix ont tendance à remonter pour fermer l'écart, la divergence, le gap qu'on a là. Là, une Kijun qui se met à plat et la Tenkan qui suit. Généralement, vous voyez, elles se suivent. Là, ça forme une divergence. Voilà pourquoi je m'attends à un pullback. Les traders agressifs tenteront de se positionner sur les 1,36 avec un stop loss plus bas pour viser au moins les 1,3682. Ce matin, je regardais, en plus, on était bien parti, on était sur un avalement haussier avec potentiellement la formation d'une divergence haussière en données 4 heures. Juste ici, une petite divergence sur la zone psychologique d'1,36. Donc là, invalidé. Mais l'Ishimoku me donne un élément qui pourrait potentiellement plaider pour un rebond sur les 1,3680. De ce fait, j'ai pas envie d'être baissier sur cette paire. On est sur un niveau de support, qui plus est un niveau de prix rond, soit un seuil psychologique, et je vise toujours le pullback. Alors certes, on va peut-être valider un double top, mais c'est un range qui est en place depuis plusieurs mois et très clairement la zone des 1,36, si je dézoome, est-ce qu'elle a été travaillée un peu par le passé? C'est une zone hebdomadaire en fait. Et on est venu taper la moyenne mobile 50. Voilà pourquoi c'était ça que je vous parlais lundi. Un Velishimoku. Tac, cette fameuse zone toujours en place, juste ici. Voilà. Très belle zone, soutien avec la moyenne mobile 50.
Je ne préfère pas passer vendeur, au contraire, vous voyez qu'on est venu chercher au pips près la MM50, donc peut-être que certains ont réussi à mettre à profit ce niveau, mais ça converge encore une fois, on a une belle zone technique, la moyenne mobile 50 qui encore la semaine prochaine devrait remonter au niveau de la zone, donc forcément je ne passe pas baissier en fait, tant qu'on n'a pas une grosse clôture sous ce niveau, je ne passe pas encore baissier sur le GBP USD, bien au contraire, j'ai plutôt envie de jouer le rebond technique pour viser les 1,3680 et me dire que si on a un bull trap, on pourrait même repartir sur des niveaux techniques, enfin, se reconquérir des niveaux de résistance intermédiaires. Le NZD USD, pour terminer, lui, tente d'enfoncer sa zone. Pareil, encore une fois, une zone hebdomadaire. On est quand même passé sous la MM50, on a enfoncé le nuage. Donc, ça commence à sentir bon. Et en données journalières, c'est dommage. La séance d'hier débutait bien. Et là, on est en train de tenter, mais on se trouve sur le fil du rasoir très clairement, car on a enfoncé la borne basse du range, on est encore un peu dans la zone hebdomadaire. Hier, on a tenté l'incursion, finalement, ça tient encore. Ça reste fragile, je trouve. Voilà, si on affine vraiment en données 4 heures, pour l'instant, pour moi, les vendeurs gardent la main. On est sous la borne basse du range. On peut commencer déjà à travailler ce niveau à la vente avec un stop loss au-dessus de la même 50. C'est sûr que j'aurais préféré la clôture d'hier, pas en forme de doji, mais plutôt avec une bougie flux et impulsive pour confirmer la cassure de la veille encore, de l'avant-veille. Mais si j'affine en données 4 heures, on est sur un pullback. Très clairement, on est sur un pullback. Donc là, on pourrait essayer d'affiner encore en données horaires et de se dire, tiens, finalement, on a potentiellement un range horaire et d'attendre une belle bougie flux horaire, au moins, qui reparte à la baisse, ou une cassure Tenkan Kijun derrière en données horaires. Vous voyez que le nuage se met à plat, donc si on enfonce et qu'on a une cassure Tenkan Kijun, eh bien, mettre en place une stratégie vendeuse suite à cette sortie de range avec un stop loss au-dessus des 69,60 pour viser, comme toujours, la borne basse, pas la borne basse, le support des 67,80, ce support juste ici, et pourquoi pas sur Excel venir taper la borne basse de notre canal baissier. Mais je garde un biais baissier, c'est juste dommage qu'on ait clôturé avec ce doji ici qui montre quand même de l'hésitation de la part du marché. Si on avait eu une bougie avec un peu plus de corps, très clairement là j'aurais eu moins d'hésitation sur ma stratégie vendeuse et baissière sur cette paire. Mais pour l'instant, je reste toujours sur ce plan car les données techniques montrent quand même une certaine fragilité sur ce niveau de prix et que les vendeurs pourraient très bien enfoncer le clou pour aller chercher le niveau intermédiaire. Le gold. Le gold, toujours dans son range, hein, très clairement. MM200, MM50, Kijun, nuage, c'est vraiment la zone chaude. Et à la baisse, je ne vais pas revenir dessus, mais vous le savez très bien, la fameuse zone des 1790-1800, les anciens plus hauts de 2011 et de 2012. Range, toujours dans un range en données 4 heures. Voilà. Je vais supprimer celui-là et partir sur un nouveau range. Ici. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse sur le gold actuellement. Pour l'instant, pour les traders de range, eh bien, on se situe au milieu de nulle part. On attend une réaction sur la borne basse du range, sur les 1795. Pourquoi pas sur excès
Vous voyez qu'ici, on a quand même un niveau intermédiaire, 1790, 1800, c'est encore une zone de prix hebdomadaire, voire mensuelle. Donc, un excès sur les 1790 est potentiellement envisageable. Mais sinon, je ne vois pas grand-chose à faire sur le gold actuellement. Achat sur la borne basse, prise de bénéfice sur la borne haute, pourquoi pas tenter des ventes, encore une fois, sur la borne haute, sur le range, mais dans l'optique d'une reprise haussière, j'ai plutôt envie de chercher des achats sur la borne basse, prendre des bénéfices, arriver ici, et si on pulvérise enfin cette zone, direction 1850 et plus si affinité. À l'inverse, si on enfonce ce range, dans ce cas-là, pourquoi pas passer vendeur, et on ira chercher le prochain gros niveau qui m'intéresse sur l'or, et là par contre, il faudra se positionner une nouvelle fois à l'achat, c'est les 1750. Donc si on enfonce le range et qu'on repasse sous la zone mensuelle hebdomadaire, direction l'oblique, en place depuis maintenant quasiment 2 ans. Donc là, voilà les niveaux qui m'intéressent à l'achat, 1790, 1800 ou 1750. Je ne peux pas faire plus simple sur le gold. Maintenant, on va aller regarder le silver, car il était très intéressant ce matin. Ah, il retombe, c'est dommage. On est sur un gros niveau de prix sur le silver, sur l'argent métal. On se trouve à la croisée des chemins. On est dans un gros triangle ascendant, en place depuis un peu plus d'1 an maintenant, et on est venu tester la borne basse de ce triangle. Pas de précipitation. J'attends des signaux haussiers pour potentiellement une nouvelle rotation des prix. Ce matin, c'était bien parti, on formait un avalement haussier, on gagnait plus de 1%, là ça retombe, et je vais aussi surveiller la clôture hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, on est encore sur un niveau de support oblique, et on a aussi un niveau, vous voyez avec toutes les mèches ici, un niveau de support horizontal. On voit très bien en données journalières, juste ici. Voilà. Soit les mèches, les petites mèches ici, là, l'accumulation de mèches, la mèche basse, pareil ici. Donc, on est sur un niveau clé, mais j'attends un signal technique. Et ce matin, c'était bien parti, on commençait à faire l'avalement haussier, j'allais vous proposer un plan acheteur sur ce niveau, ce double niveau de résistance horizontale et oblique, et en vous disant que si on confirmait avec un avalement haussier, eh bien stop loss sous la borne basse du triangle pour viser 25,83 puis même 50 et derrière les 28,40. Donc voilà le plan à surveiller sur le métal blanc, l'argent métal. Ça va être l'évolution de cette bougie au cours de la séance et peut-être qu'avec la séance américaine, on pourrait avoir une bonne surprise et clôturer avec un signal de retournement. Donc voilà le plan sur l'argent métal. Par contre, si on enfonce le niveau de support, ça ne serait pas de bon augure pour la suite et on pourrait avoir vraiment un décrochage, je pense, sur les niveaux des 23,50 et 22,50. Mais pour l'heure, rien n'est fait, rien n'est joué et on a plutôt une séance haussière, donc clôture à surveiller ce soir pour potentiellement délivrer un signal technique haussier sur la borne basse du triangle couplé au support horizontal daily. Le Brent. Le Brent, ça reste baissier, mais il ne lâche rien dans le sens où, malgré la grosse incursion qu'on a eue sous les 70 $, là on tente de reprendre justement un peu de hauteur. C'est vrai qu'on a chuté un peu fort, un peu vite.
mais je ne suis pas convaincu de la reprise haussière, si vous voulez, sur le marché pétrolier. Et je suis un peu tiraillé entre un rebond technique et le fait qu'on ait réussi à repasser au-dessus des 70 $. On serait resté sous les 70 $, je serais repassé à la vente sous le pétrole, mais là, le fait qu'on repasse sous ce niveau qu'on a travaillé durant le mois de mars et le mois de mai jusqu'au mois de juin, ça montre que les acheteurs ont encore quelque chose dans le ventre. D'un point de vue FIBO, bon, ça reste un rebond technique pour moi. Plutôt neutre de ce fait sur le pétrole maintenant. Je n'ai pas de plan, je suis tiraillé entre le fait qu'on ait réussi à reconquérir les 70 $, qu'on est potentiellement en train de former une étoile du matin, mais pour cela il faudrait qu'on ait une bougie flux. Enfin, c'est déjà le cas, on a déjà une bougie flux, mais qu'on ait une bougie avec encore plus de corps, qu'on clôture vraiment à l'intérieur de la bougie précédente. Là, elle n'est pas suffisante cette bougie, mais potentiellement, voilà, on aurait une étoile du matin doji. On repasse au-dessus de la résistance, mais si on prend les ratios de Fibonacci, voilà, on est à peine sur le niveau des 23,6, enfin, à peine sur le niveau des 38,2 plutôt. Ça reste ça s'inscrit en tout cas dans un rebond technique. Pas de plan de trading à vous proposer. En données hebdomadaires, je surveille quand même. La divergence est toujours validée. Je m'attendais quand même à un retour sur la Kijun. Je suis étonné qu'on ne soit pas venu chercher la Kijun un peu plus bas. Généralement, quand on enfonce et qu'on accélère à une telle vitesse, on vient chercher la Kijun. Mais je me montre prudent. Pour l'instant, malgré la reprise sur le Brent, la divergence est validée. Donc, on fera le point surtout vendredi pour savoir si cette divergence est validée. Et dans ce cas-là, en données hebdomadaires, ça confirmerait le rebond qu'on est en train de faire sur le pétrole, qui est juste un rebond technique, pour au contraire se repositionner dans le sens du flux pour repartir à la baisse, chercher des niveaux de support intermédiaires. Mais pour l'heure, à court terme, je laisse les acheteurs et les vendeurs se battre et on fera le point plutôt demain et en fin de semaine pour savoir si on s'inscrit dans un rebond technique, qu'on valide la divergence, et dans ce cas-là, je repartirai sur des ventes la semaine prochaine, ou au contraire, grosse frayeur, et on repart en U, reprise haussière, pour aller chercher les 75, voire 77. Le light, c'est la même chose, hein. Dommage qu'on ne soit pas venu chercher les 64,30, c'était vraiment un niveau très propre avec le plat Kijun. Bon, on n'en était pas loin. Mais même constat, hein, la divergence baissière hebdomadaire est validée. Toutefois, elle nécessite confirmation en clôture hebdomadaire, donc vendredi soir. Mais en daily, c'est la même configuration. C'est exactement la même configuration. Une étoile du matin doji. Finalement, fausse cassure de la zone de support vers les 66-70. Mais je ne suis pas convaincu de la hausse non plus, c'est juste qu'on a une forte baisse, on a quasiment lâché 7%, je crois que ça faisait très longtemps que le pétrole n'avait pas lâché 7%, mais c'est un timide rebond pour moi et je ne suis pas convaincu de la hausse à venir sur le pétrole et j'ai plutôt envie de repartir dans une stratégie vendeuse. Mais pour l'instant, on est sur une séance flux haussière. J'attends de voir cet après-midi comment vont réagir les marchés. Et j'attends surtout une réaction des prix sur des niveaux intéressants de résistance dans ce cas-là pour repartir dans le sens du flux qui est baissier maintenant depuis quelques semaines. Passons sur les cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum. C'est très propre. C'est très propre ce qu'on est en train de faire. L'avalement haussier sur la borne basse du range. Belle séance, on prend quasiment 6%. On repasse au-dessus des 31 400. Je me suis battu bec et ongle pour vous dire que c'était une zone à mettre à profit.
le fameux support des 30 000 $. Je reste toujours dans mon scénario de reprise en U sur le Bitcoin. Pour moi, on avait une grosse zone, les 31 400 couplés à la moyenne mobile 50. Donc là, on est repassé en dessous. Mais très clairement, si on clôture la semaine et qu'on repasse au-dessus des 33 000, enfin, de la moyenne mobile 50, ça pourrait être un signal haussier intéressant, très clairement. Mais là, ce que j'aime, c'est la réaction positive sur la borne basse du range avec un avalement haussier. Une bougie flux, bel avalement. On est en train même de péter la résistance des 31 450. C'était un peu, vous voyez, ce support intermédiaire au sein du range. On s'est fait une petite frayeur, un petit excès baissier, mais rien de bien méchant. Et là, j'attends la confirmation maintenant pour me dire avalement haussier, stratégie acheteuse, stop loss sous le plus bas de la mèche. Certains traders agressifs ont peut-être même payé. Rappelez-vous, je vous disais qu'en données horaires, on avait la divergence ici. J'évoquais cette divergence hier haussière. Elle a été validée. Bref, elle était juste ici. Elle a été validée. On se fait une petite frayeur ici, certes, mais le stop loss devait être placé juste en dessous. Donc, celles et ceux qui ont payé suite à la divergence, vous avez déjà un super gain sur le BTC. C'est stop loss à break-even pour vous et maintenant vous espérez que ça parte en direction des 33 850 puis MM50 et 40 800. Donc là, c'était la stratégie agressive hier en données horaires avec cette divergence haussière qui permettait d'avoir un super point d'entrée. Là, il y a même l'objectif a même été atteint, prise de bénéfice partiel. On remonte son stop, break-even, et on espère maintenant que l'avalement va se confirmer. Et pour les retardataires, eh ben, il y a toujours la confirmation de l'avalement ce soir à la clôture qui devrait permettre une nouvelle rotation, du moins j'espère au moins une rotation partielle pour retourner sur les 33 800, voire les 34 600. Pour moi, on est dans une phase de ping-pong et de trading range sur le BTC. Et j'ai bon espoir d'une reprise en U. Pour finir, l'Ethereum aussi, j'en parle pas beaucoup, mais là ça m'intéresse tout simplement car on est sur une zone, encore une fois, de prix très intéressante. Je vais me mettre en mensuel, je vais voir où est-ce qu'on se situe. Ok, donc d'un point de vue de l'Ichimoku, sous la Kijun, mais on n'a pas de niveau intermédiaire. Hop, caché en une semaine. Voilà. Si on reprend le point bas de l'Ethereum et qu'on mesure la dernière vague de hausse, vous voyez qu'on a un soutien à mettre à profit sur la zone des 61,8. Testé une fois, deux fois, trois fois. Si cette zone pète, le prochain objectif, ça reste ma moyenne mobile 50 à 1400 $. Pour l'instant, ça tient. On est sur une zone de prix hebdomadaire couplée au ratio de Fibonacci. Ensuite, on affine en données journalières. Et là, pareil, ça me plaît beaucoup car on est sur un avalement haussier sur le niveau des 61,8. Donc, à confirmer en clôture. Derrière, stratégie de trading range à venir, ici, en se disant très bien, si l'avalement est validé, un stop loss sous les plus bas pour viser MM200, MM50, bref, milieu de range, sur un niveau intermédiaire juste ici. Derrière, haut de range. Et si ça pète, eh bien, on est sur un double creux et redémarrage haussier en forme de U. Pareil, j'ai la même stratégie sur le BTC et l'Ethereum, un redémarrage en U. Maintenant, reste à savoir si le marché va me donner raison ou pas, mais tant qu'on est sur des niveaux clés, à savoir les 30K, les niveaux des 61,8 et cette belle zone de polarité, là, 1730 juste ici, je continue à chercher des achats sur l'ensemble des cryptos. Et seulement et uniquement si on enfonce tous mes gros niveaux, dans ce cas-là, effectivement, je passerai baissier pour aller chercher des niveaux intermédiaires, en tout cas sur l'Ethereum. Par contre, sur le Bitcoin, on pourrait avoir une plus grosse dégradation. Mais pour l'heure,
je continue à chercher des achats sur mes niveaux clés et mes zones de prix hebdomadaires et mensuels sur l'ensemble des crypto-monnaies. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Pour les retardataires, vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter mensuelle. Dans le cas contraire, envoyez-moi un mail, je vous l'enverrai par mail en privé, mais je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Excellente journée à vous et on se retrouve demain pour faire un point complet sur la planète finance.